Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première étude. Paradoxe de la sémiotique poétique. Chapitre 1. Poésie, cosmos, logo. Nature aime se cacher. Héraclite. En essayant de concevoir les relations que le poète, au sein du texte, entretient avec le logo d'une part et le cosmos d'autre part, on est vite conduit à chercher dans l'antériorité de cette relation, le rapport plus général qui unit l'extra-linguistique et le linguistique. Or celui-ci est loin d'être défini de manière univoque. Depuis le mythe de Babel, on conçoit le langage comme un outil d'appréhension et de classement du réel, mais un outil opaque qui recouvre le monde comme un voile et n'en laisse percevoir qu'une coquille déformée par le concept producteur de modèles, au sens scientifique, et par là même réducteur, simplificateur. Entre l'homme et le réel semble donc exister cette barrière qui voile le monde, et reste pourtant le seul moyen pour l'esprit d'accéder à ce monde. D'où les postulats suivants. 1 degré le monde, le réel n'est pas connaissable. 2 degrés l'ensemble des médiations entre le monde et l'homme, est le seul reflet que nous possédons du monde. En ce sens précis, nous appellerons l'ensemble de ces médiations, à la suite de Gémeaux-Ligné, le mondain. 3 degrés. Le seul mode de saisie du monde possible se situe donc à un niveau autre que celui du comprendre. Il est préconceptuel et sans doute pré-individuel et se produit au stade de la saisie neuronale brute. 4 degrés toutefois. Dans la mesure où l'être humain se caractérise comme être de langage, il est toujours déjà pris dans le mondain si bien que l'ordre du pré n'est pas situable dans l'antériorité temporelle mais bien plutôt dans la subséquence du déploiement du mondain. La première hypothèse de travail sera la suivante. Le poète, conscient que le mondain n'est pas le monde, que la langue constitue un système fermé sur soi, tente néanmoins de joindre le monde et de rétablir dans la langue un contact avec l'extra-textuel. Le monde, comme monde de la vie, milieu dans lequel l'homme baigne, reste le fondement de toute conscience humaine, le support de déploiement de tout espace socioculturel. Il est l'horizon de tout le mondain. Chez Husserl, on rencontre 2 idées contradictoires. 1 degré, le monde est toujours prédonné. 2 degrés, depuis la maternelle, tout le développement intellectuel de la pensée occidentale moderne ne prend pas en compte ce prédonné et évolue dans le mondain sans souci de l'horizon phénoménologique. La neurobiologie contemporaine va même jusqu'à laisser entendre que la transformation du monde en mondain a lieu de manière extrêmement précoce dans l'esprit humain. On peut penser qu'il existe en nous, de manière universelle et conformément à notre programme génétique, une structure mentale susceptible de transformer le monde de l'objectivité physique en un monde projeté, qui est le monde pour nous. Les représentations mentales seraient alors les expressions d'un langage formel interne, se référant à la réalité extérieure. En quelque sorte, le contact avec le monde permet au système cognitif de munir de sens ses symboles internes, ce qui implique l'intervention de modules périphériques, convertissant l'information externe en information computationnellement significative. Toutefois, le stimulus d'entrée pourrait ne pas être seulement physique, mais posséder une préorganisation déjà significative, laquelle cependant ne concernerait pas le niveau symbolique. Ces remarques suggèrent la radicalité de la coupure entre l'homme et le monde. Husserl, pour sa part, conclut à la nécessité de revenir à l'évidence originelle dans laquelle le monde de la vie constamment est d'avance donné. Pourtant, accéder au monde par le langage consiste, comme le fait Husserl, à en faire un thème, autrement dit à le mondaniser, rendre mondain, mais alors on ne le joint pas. Que reste-t-il en l'homme de l'ordre du monde ? La seule réponse possible est le corps, récepteur ou acteur. Récepteur, jusqu'à la blessure, puisqu'on ne peut pas penser ce qui arrive au corps par le monde extérieur, monde de la vie, les affects primordiaux, douleur et plaisir. On ne mesure pas une quantité de douleur ou plaisir, on ne catégorise pas, et on ne maîtrise pas ces affects intellectuellement. À ce niveau, on peut considérer que les objets d'art sont d'abord reçus dans le vécu, comme immédiatement là, au niveau des purs affects sensoriels. Ceci ne veut pas dire que les arts non-verbaux ne tombent pas aussi dans le mondain. On peut en fait les considérer comme frontières entre monde et mondain, en partant du fait que les zones cérébrales activées à réception des affects visuels et sonores sont périphériques de celles mises en œuvre pour la réception langagière. Le corps est aussi acteur puisqu'il a la capacité d'entrer en relation avec le monde, pour s'y mouvoir ou le manipuler.
Notre rapport intellectuel au monde passe par un ensemble de systèmes représentatifs qui n'ont d'autre but que de nous faire accéder à la possession de ce monde. Cette possession ne doit pas être vécue sur le mode individuel mais sur le mode collectif, donc être reproductible. D'où la nécessité de mettre en place des formes fixes accompagnées d'un sens interprétable par tous, signifiant plus signifié. L'homme déploie ainsi, au cours de son évolution, un certain nombre de médias tous sur ce modèle qui lui permettent de rendre compte du monde et donc de le posséder. C'est l'ensemble de ces médiations qui constitue le mondain. Remarquons dès à présent que ceci implique l'abolition de l'infini, si bien que Schiller l'explique à merveille dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Nous ne parvenons donc à la réalité que par des limites, à la position ou affirmation réelle que par la négation, à la détermination que par la suppression de notre libre déterminabilité. Le mondain est donc un média, mais aussi un enfermement de l'homme vis-à-vis des libres espaces du monde. En outre, il faut distinguer le mondain de deux choses, l'impression et l'expression qui sont des relations implicatives entre le monde et l'homme. L'impression est l'action du monde sur l'homme et l'expression l'action de l'homme sur le monde. Le mondain est à comprendre comme le reflet du monde auquel l'homme accède par les différentes médiations, langage naturel, mathématiques, etc. Reflet qui nous prive du monde, parce qu'il fait écran. Ce mécanisme d'appréhension du monde ne doit pas masquer le fait que le rapport de l'homme au monde existe, mais non comme compréhension. Si les langues naturelles semblent former le premier niveau, le fond commun de ces représentations, il faut aussi envisager le mondain dans le second niveau, celui où ces langues cèdent la place à un mode d'approche scientifique, issu du langage mathématique qui n'en est pas moins soumis à une évolution historique. Si l'on fait des coupes dans cette évolution, comme à Comte, on constate qu'à chaque époque elle passe pour être la réalité, la vérité du monde, c'est l'idée d'une transparence du langage, d'une vérité des sciences. La prise de conscience d'une impossibilité d'accéder au monde en soi n'apparaît que récemment dans l'histoire de l'humanité. La représentation est reconsidérée alors, non plus comme image de la vérité, mais comme reflet de notre connaissance du monde. Remarquons que le soupçon vient d'abord des linguistes, comme Saussure, qui renoncent à la distinction entre la chose et le mot pour celle interne entre le signifiant et le signifié. Au même moment, les sciences de la nature au contraire se persuadent que le monde est accessible à l'esprit. Ce décalage aura des conséquences sur le statut du poétique. On conservera la distinction de l'abstrait et du concret pour faire apparaître les places respectives du monde, du mondain et du logo. L'espace social est pour nous concret et mondain. Il diffère du monde de la vie. On préfère ici le point de vue de Heidegger à celui de Husserl. Le social implique le dévalement du Dasein dans le on-dit, ce qui conduit à la perte du contact avec le monde. Le point d'interrogation qui encadre la distinction elle-même permet de garder à l'esprit que l'homme et le monde comportent une inconnue. À la fois abstrait et concret, ils sont dotés tous les deux d'une plus-value abstraite concrète qu'on appellera de manière encore assez vague, soit la vie, soit l'être, accompagnée de sa contrepartie symétrique de néant. C'est cet inconnu, reconnu notamment par la biologie qui sera l'objet propre du projet poétique si, selon Rimbaud, il s'agit bien des arrivées à l'inconnu, art 1,138. Outre les langues naturelles et les mathématiques, il faut considérer le système de représentation très particulier que représente l'art. Ce dernier est mal défini un degré, quant à son statut représentatif, technique visant à produire certaines émotions pour plaire ou moyen de représenter le monde. 2 degrés quant à sa place par rapport aux autres systèmes, est-il en dehors? L'art ne représente pas le monde? Est-il le premier moyen de s'approprier le monde? Ou le moyen ultime? La marginalité de l'art augmente le problème du statut de la littérature. En effet, celle-ci relève-t-elle de l'art ou du langage? En tant que langage, la littérature représente le monde, en tant qu'art, elle est comprise comme fiction et tend à perdre son statut de représentation. L'ambiguïté des arts tient d'abord à leur statut vis-à-vis de la représentation. D'un côté, on évoquera la mimésis pour justifier leur caractère représentatif, mondain. De l'autre, les artistes n'envisagent la représentation que comme un accessoire, voire un accessoire problématique, privilégiant l'expression et l'impression au sens où nous les avons définis. Ainsi Kandinsky, évoquant la couleur qui recèle une force peu étudiée, mais énorme,
capable d'influencer tout le corps humain en tant qu'organisme physique. Cette force matérielle de l'art est aujourd'hui confirmée par les sciences naturelles, tant en ce qui concerne la peinture qu'en ce qui concerne la musique. À cet égard, l'art ne dit rien mais agit comme objet du monde sur le monde. Pour cela, beaucoup d'artistes déplorent l'attachement du récepteur au signifiant, ainsi Kandinsky. Le spectateur est également trop habitué à chercher dans tel cas un sens, c'est-à-dire une relation extérieure entre les parties de l'image. Spectateur qui est incapable de se placer simplement en face de l'image, et qui cherche à y trouver toutes sortes de choses, sans laisser l'image agir directement sur lui-même. Mais le point de vue de l'artiste n'est pas le seul argument disponible pour affirmer que l'art déborde le mondain. Si l'on en croit les biologistes, l'art évolue au cours de l'hominisation en passant par 4 stades. 1 degré, un stade comportemental lié à des besoins propres à l'espèce. Plaire, se rassembler, etc. 2 degrés, un stade gestuel présent déjà chez le singe sous forme d'expression ludique visant à organiser un chaos. Celui-ci correspond sans doute au gribouillage de l'enfant. 3 degrés, le stade de la pensée rationnelle, qui invente des mythes pour se rassurer face à la finitude. 4 degrés enfin, le dernier stade, celui de la gratuité esthétique, de l'œuvre d'art s'affranchissant du sacré. Si l'on suit cette évolution, l'art ne devient que très tard un outil de représentation, stade 3. D'aucuns diront que la représentation ne peut apparaître qu'au stade de la pensée rationnelle. Mais il faut alors remarquer que la parole, elle, advient à ce stade, qu'elle fait rupture avec le cri et que par elle, tout le système bascule. Alors que dans le langage, la signification rompt radicalement avec le cri, la fracture ne faisant que s'accroître avec l'écriture où rien ne subsiste de la matérialité phonique du cri. Dans l'art, au contraire, chacune des étapes peut être reconnue dans les œuvres les plus apparemment représentatives, on n'est jamais face à une signification imposée, la signification naît de la glose. On peut donc considérer que l'art, au contraire du langage, est infra-représentationnel et non mondain. Le paradoxe de la littérature comme art n'a fait alors que s'accroître. Le langage ne livre que du mondain mais l'art nous donne accès au non-mondain, au monde. Il faut donc poser l'hypothèse suivante, la relation directe au monde, si elle subsiste en art, ne peut être que seconde. Pour essayer de rationaliser cette idée, on reprendra l'analyse de J. Derrida sur les concepts d'architrace et de différence. Le bloc magique, modèle freudien du psychique, pose d'emblée la pensée consciente comme texte et surface offerte au monde extérieur, alors que la mémoire comme trace des perceptions reste infratextuelle et infraconsciente. Si bien que Freud en vient à distinguer 3 niveaux du psychique, signes de perception. Inconscient. Préconscient. Entre ces différents niveaux s'établissent des relations d'échange et de conflit qui font de la vie psychique la différence dans le travail des forces, si bien qu'il faut comprendre la possibilité de l'écriture se disant consciente et agissante dans le monde, dehors visible de la graphie, de la littéralité, du devenir littéraire de la littéralité, etc. À partir de ce travail d'écriture qui circule comme une énergie psychique entre l'inconscient et le conscient. On comprend mieux dès lors la place de la vie psychique dans le jeu du monde et du mondain, si l'on cherche à respecter à la fois l'être dans le monde du psychique, son être local, et l'originalité de sa topologie, irréductible à toute intramondanité ordinaire. Cette originalité repose sur la production de la trace mnésique, où se met en place la représentation par le jeu du bloc magique, à partir de la perception qui n'est encore que ouverture de la surface la plus superficielle à l'incision de la griffe. Il n'y a pas encore écriture dans la platitude de cette extensio. Il faut rendre compte de l'écriture comme trace survivant au présent de la griffe. Cette survivance n'est due qu'au pouvoir de frayage de la répétition, car la mémoire, c'est-à-dire la force, Marthe, toujours à l'œuvre d'une expérience, dépend d'un facteur qu'on appelle la quantité de l'impression, et de la fréquence de répétition de la même impression. C'est à ce niveau que le concept de différence entre en jeu. La production de la trace est-elle l'effort de la vie se protégeant elle-même en différant l'investissement dangereux, c'est-à-dire en constituant une réserve. Si la vie doit se protéger en se différant, devenir la mort représentationnelle pour l'esprit, il y aura toujours déjà du monde et origine seconde du monde, qui n'est pas donnée mais perdue dès qu'il y a conscience. Car la différence n'étant pas une essence, n'étant rien, elle n'est pas la vie si l'être est déterminé comme ousia, présence, essence, existence, substance ou sujet.
Il faut penser la vie comme trace avant de déterminer l'être comme présence. C'est donc le retard qui est originaire. J, c'est la non-origine qui est originaire. Il faudra donc être très prudent vis-à-vis des idées répandues en esthétique, qui font de l'art et de la poésie des objets de type pré-conceptuel, proto-ontique et pré-individuel. Si nous admettons l'idée d'une tension vers le monde, on évitera d'employer sans précaution les notions d'origine et de présence et on gardera sans cesse à l'esprit, sans quoi il n'y aurait pas nécessité de l'art, que tout commence par la reproduction. Toujours déjà, c'est-à-dire dépôt d'un sens qui n'a jamais été présent, dont le présent signifié est toujours reconstitué à retardement, nachträglich, après coup supplémentaire. Que le présent en général ne soit pas originaire, mais reconstitué. Ce que soutiennent aussi les poètes comme Bonnefoy. Il n'est pas de conscience sans un système de signes et avant le langage, il n'y a de rapport des parties au tout qu'aveugle comme la pierre. En fait, c'est l'être parlant qui crée cet univers même dont l'exclut la parole. Le monde est second originaire pour l'homme, il ne peut pas être joint en priorité. Le monde n'est ni au-delà, ni en deçà, mais les deux en même temps. Il faut donc se garder d'une naïveté qui le placerait du côté d'un paradis, d'un âge d'or ou d'une immédiateté située dans l'enfance. Si on peut dire avec Baudelaire que le génie de l'art est l'enfance retrouvée à volonté, cette enfance, on aurait tendance à l'oublier en simplifiant le propos baudelairien, a dû se doter pour s'exprimer, d'organes virils et de l'esprit analytique qui lui permet d'ordonner la somme des matériaux involontairement amassés. Justement parce que dans le jeu du monde et du mondain, l'écriture supplée la perception avant même que celle-ci n'apparaisse à elle-même. Le perçu ne se donne à lire qu'au passé, au-dessous de la perception et après elle. C'est pourquoi il faut être attentif et prendre au pied de la lettre les propos de Charles lorsqu'il met en garde contre une lecture naïve de Retour à Mons. Retour à Mons ne signifie pas retour aux sources. Il s'en faut. Mais saillie, retour aux aliments non différés de la source et à son œil, à Mons, c'est-à-dire au pire lieu déshérité qui soit. RC 656. Les choses se sont donc compliquées de manière exorbitante, car ce qui à première vue passait pour une origine, un pré-individuel, pré-conceptuel, comme le dit Garelli, n'existe qu'en second lieu. Dès lors, le problème n'est plus de savoir ce qu'est le mondain, mais bien ce qu'est le monde. Et puisque le seul outil disponible reste le mondain, on débouche sur le revers du paradoxe. Le mondain reste indispensable à l'œuvre d'art. S'il y a priorité et prévalence du mondain sur le monde, il faut comprendre le paradoxe du décalement du monde au niveau du rapport entre vie et mort pour cerner le travail qui restera à la charge du poétique. La représentation, le mondain, est coupé du monde, la représentation est la mort, et la mort ne est que représentation. Mais elle est unie à la vie et au présent vivant qu'originairement elle répète. Si bien qu'un certain être dans le monde du psychisme n'est pas survenu à la mémoire, non plus que la mort ne surprend la vie. Elle la fonde. Il faut donc admettre que la production non naturelle, historique, d'une machine supplémentaire, s'ajoutant à l'organisation psychique pour suppléer sa finitude, est l'idée même de finitude est dérivée du mouvement de cette supplémentarité. L'écriture est ici. Rapport entre la vie et la mort, entre le présent et la représentation. En ce sens, l'écriture est la scène de l'histoire et le jeu du monde. Or, si l'on se rappelle par exemple la conférence de Hofmannsthal intitulée « Poésie et vie » et son article « Le poète et la vie », on remarque la double postulation. 1 degré, de la poésie aucun chemin direct ne mène à la vie. 2 degrés, la connaissance de la possibilité de représenter console en face de l'asservissement exercé par la vie. La connaissance de la vie console de ce que la représentation a le caractère du nombre. C'est ainsi que vie et représentation sont liées entre elles. Ces mises au point seront utiles pour comprendre la spécificité et le rôle de la poésie comme rapport au monde, qui cherche à annuler la médiatisation pour retrouver cette naïveté, que décrit Y. Bonnefoy. Ce fut dans ce monde encore immédiat et plein que notre regard a pris la mesure de l'horizon, a appris la couleur, la forme, a compris quelques-unes des relations qui unissent dans le concret les choses fondamentales. Pourtant, dans cette quête, le poète n'ignore pas que le mondain préexiste et qu'il n'est de réalité, même dans la dépense la plus extrême, que construite par le langage. Si bien que l'artiste s'essayera à maintenir ce qui est tendu au-delà du mondain,
au-delà des systèmes représentatifs, peut-être au niveau d'une conscience que n'affecte pas le signe, ce que le biologiste appelle symbole. C'est pourquoi en persistant dans l'écriture, le poète déplore pas le moindre alphabet pour notre amour. Comment la danse ne prévaudrait-elle pas alors comme remède, ou simplement comme diseuse de l'inconscient et de la tragédie? RC 1087. Pour comprendre cette aspiration au non-dire, et pas seulement au non-dit, il faut sans doute reprendre en détail le rapport du signe linguistique à l'extra-textuel et à l'extra-mondain que constitue le monde dans l'économie poétique. S'il n'y a de substance du contenu que verbal, les arts non-verbaux sont une indication du monde non mondanisé, à la fois infra- et supralinguistique. En admettant qu'il existe un art verbal, la poésie en étant le paroxysme, celui-ci devra suspendre le travail de la signification pour devenir art et rayer, raturer, brouiller le signe, qui porte une substance du contenu, pour faire advenir autre chose que Bonnefoy appelle sens, et qui est confiance en une réalité où l'homme peut vivre et agir. Le parcours succinct des théories linguistiques ne permet pas de dégager la spécificité de cette sémiotique poétique car comme l'affirme Bonnefoy, là même où pour le sémiologue, le travail de l'écrivain sur les mots ne relève rien que des structurations transitoires, ombre ou lettre parlant n'a donc qu'une ombre à inscrire, là justement les poètes rencontrent bien autre chose, afin d'attester une existence au-delà, un être, une plénitude qu'ils ne savent même pas dire. C'est donc à travers le métadiscours des poètes qu'il faut poser les bases théoriques d'une sémiotique efficiente. Le langage est un système spatial qui s'organise selon un jeu de rapports, dessinant une toile d'araignée aux intersections de laquelle se nouent les significations. Blanchot souligne, à propos de Mallarmé, cette conscience aiguë que la langue est un système de relations spatiales infiniment complexe dont ni l'espace géométrique ordinaire, ni l'espace de la vie pratique ne nous permettent de ressaisir l'originalité. Un coup de dé apparaît comme une entente nouvelle de l'espace littéraire, établissant des liens neufs entre mouvement et compréhension. C'est à l'horizon de cet espace clos que le poète place la vérité. L'horizon est en effet le point limite de l'espace connaissable, appréhendable, il se marque comme ce vers quoi tend la volonté sans jamais l'atteindre. Ainsi le prince de l'illumination, Comte, voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Art 3, 58, mais cette aberration se révèle inefficiente, chaque tentative étant inexorablement annulée. C'est pourquoi la vérité, comme parcours d'horizon, est toujours conçue comme commencement et n'atteint jamais son terme. Sommes-nous voués à n'être que des débuts de vérité? RC 220, demande Char. De ce fait, l'espace linguistique devient le support et le moyen d'un mouvement perpétuel de traversée, de soi à soi. Le prince était le génie, Art 3, 59, et de soi à l'autre, comme dans ces vers de René Char. Sauveur exténué au langage, couvre notre amour de marais affamés, attenant aux essaims cardinaux qui dilatent nos sexes, à jamais solidaire en totalité de qui nous absorbe sans nous trahir, corps que l'apaisement enferre. RC 116. Ainsi, dans ce trajet de soi à l'autre, le langage couvre la distance à la surface du mouvement qui se joue en profondeur entre les corps physiques, sur le même mode de l'exténuation et de l'agitation inarrêtable que l'apaisement enferre. Le langage est mouvement spatial car il est surface des corps obligatoirement mobiles, sinon morts, et alors souvenir d'horizon SM 55, comme Gautier dans son sépulcre, car l'espace, lui, n'est le lieu d'aucune vérité, il a seulement pour jouer le cri, je ne sais pas, SM 55. Mais en même temps, comme espace en dehors du regard, à la limite du linguistique, la vérité pourra rejoindre l'espace extralinguistique informel. Ainsi Char questionne, pénultième vérité, qui vas-tu instruire? Amalgame ignoré, veux-tu m'accueillir? RC 56. La vérité est ici l'équivalent de l'amalgame ignoré du hors-langage, celui-ci instruisant parce qu'il accueille, recueille en lui l'homme linguistique. Ainsi le posé d'une linguistique de type spatial implique-t-il le présupposé d'un extralinguistique? Sur ce présupposé, Rimbaud interpelle à la deuxième personne cette réalité extralinguistique. Nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. À Arin 95, il désigne cette réalité comme existant face au jeu. Elle est donc en dehors du linguistique produit par le sujet, mais en même temps englobante pour le poète, car l'homme appartient à la nature. Néglige ceux aux yeux de qui l'homme passe pour n'être qu'une étape de la couleur sur le dos tourmenté de la terre. Qu'ils dévident leur longue remontrance. L'encre du tisonnier et la rougeur du nuage ne font qu'un.
RC 266. L'homme n'est pas un élément posé à la surface de la Terre. Il s'y intègre complètement pour le poète qui replace ce qu'il faut bien nommer l'art dans le monde solidaire de la terre qui coule et de l'homme qui s'en effraie. RC 703. Si bien que la langue, l'encre du tisonnier et la réalité extralinguistique, la rougeur du nuage, sont des objets équivalents, la poésie ou nature animée, SM 303, d'un monde uni. D'où la possibilité d'une métaphore de la langue objet naturel. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule, les bercent, le long des calices accroupis tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, Art 131. Ainsi le projet poétique est bien celui qui consiste à pressentir le monde, ne pas le brutaliser ni le certifier, mais lui marquer que nous lui sommes attentifs, et sans l'avoir insidieusement sollicité. Nous garderions vers l'intérieur une étoile naine au bord de son nid, tel un enfant forestier dans la circonférence de son abri tandis que ses parents abattraient à la hache le seul bois nécessaire à leur convenance. RC 813. Néanmoins le face-à-face persiste. La circonférence de l'enfant forestier n'annule pas l'abattage du bois réservé aux parents, si bien que ce face-à-face se déporte de la relation sujet-objet à celle de sujet-sujet, comme le montre l'interpellation rimbaldienne de la nature à la deuxième personne. Il en résulte la persistance d'un espace conçu comme espace double, en interrelation étroite. Ce siècle a décidé de l'existence de nos deux espaces immémoriaux. Le premier, l'espace intime où jouait notre imagination et nos sentiments, le second, l'espace circulaire, celui du monde concret. Les deux étaient inséparables. Subvertir l'un, c'était bouleverser l'autre. Est-il un troisième espace en chemin, hors du trajet des deux connus? RC 509. Nous aurons à revenir sur cette question, en posant l'hypothèse que la poésie moderne s'auto-désigne comme le troisième espace en chemin. Pour le moment, contentons-nous de préciser le mode d'interrelation entre le monde concret et l'espace intime de l'homme qui se déploie dans la langue. Traditionnellement, cette réalité joue comme référence et canonne. Le signe renvoie à réfère à quelque chose en dehors de lui, ce qui devient le problème crucial du poétique. Comment ramener au liseron du souffle l'hémorragie indescriptible? RC 489. Et du fait de se vouloir ramener à, l'extra-textuel peut devenir la référence absolue du textuel. Je veux bien que les saisons musent. À toi, nature, je me rends, et ma faim et toute ma soif. Et s'il te plaît, nourris, abreuve. Rien de rien ne m'illusionne, c'est rire aux parents qu'au soleil, mais moi je ne veux rire à rien, et libre soit cette infortune. Art 2 65. Si l'on suit le parcours rimbaldien, il existe un canon naturel vécu comme frustration et misère poétique. Il faut se rendre aux figures canoniques interchangeables de la nature, du soleil et des parents. Rire, c'est ici proférer une antéparole qui, à peine proférée, consent à cet état de fait, consent à accepter la référence qui garantit la fabrique d'illusions, de fiction poétique. La seule liberté possible reste donc de rire à rien, c'est-à-dire aussi bien de refuser tout canon, de nier la chose extralinguistique, que de prononcer des sons dépourvus de leur contrepartie signifiante. Néanmoins, cette liberté est une infortune, car toute joie et toute possession, ma faim et toute ma soif, viennent de la référence qui nourrit et abreuve. D'où le statut problématique de la référence en poésie. D'une part, cette réalité est perçue comme un donné incontestable. Réalité quasi sans choix, assaillante, assaillie, qui exténuée se dépose puis se dresse, se veut fruit de chaos et de soins offerts à notre oscillation. RC 489. Elle est imposée à la conscience humaine, sur le mode violent, en dépit de toutes les tentatives pour la nier. Mais d'autre part, dans son mouvement vers l'homme, elle provoque un mouvement en retour, elle devient à son tour l'objet de l'assaut. Le mode de relation entre l'homme et la réalité est donc celui d'une lutte au terme de laquelle l'homme gagne un surcroît offert, qui est désordre, chaos. Le végétal irrégulier de Baudelaire, mais aussi fruit, de soin. Capable de disparaître sans une volonté humaine tendue vers elle, sans un effort de l'esprit qui préserve de la disparition cette réalité chaotique au sein même de l'ordre humain. Cette réalité va donc être problématique, trop épineuse pour mon grand caractère, Art 3 102, écrit Rimbaud. En premier lieu du fait de l'impossibilité de saisir le désordre immédiat des perceptions au sein du système linguistique organisé, celui-ci ne pouvant que hiérarchiser et médiatiser le donné brut. D'où l'importance qui sera accordée à l'infralinguistique. Avant de se pulvériser,
toute chose se prépare et rencontre nos sens. Ce temps de préparatif est notre chance sans rivale. RC 578. Le stade de la sensation devient le seul moment où la réalité est tangible, avant de se résorber dans l'immatériel linguistique. C'est pourquoi le poète conçoit que la réalité est la moins saisissable des vérités. RC 647. Conscient que l'univers de la matière est plus mensonger que le monde des dieux. Il est loisible de le modifier et de le retourner. RC 651. Le poète cherchera un moyen de cerner cet extra-linguistique à travers le média dont il dispose, à savoir la langue naturelle. Néanmoins, l'extra-linguistique est vécu comme un indicible qui ne peut être cerné par le système, une hémorragie indescriptible. Et par cela l'expression « dire le monde » est par essence contradictoire. D'où le dilemme de l'écrivain. Parler pour ne rien dire et être morte au monde, art 220, ou se taire pour témoigner du monde comme déficience du savoir, je ne sais même plus parler. Art 220 est aussi bien le cri de la Vierge folle que celui de l'auteur. Au silence propre du monde extra-linguistique, qui n'est bruit non sémiotique, bruit fondamentalement étrange. Ô suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, art 191. Répond un silence aux deux extrémités de la parole comme point limite et origine d'une appréhension complète de la réalité. Évoqué dans une ombre exprès, l'objet tu par des mots allusifs, jamais directs, se réduisant à du silence égal, comporte tentative proche de créer. SM 400. À l'origine, l'objet sans voix, le silence des significations, bruit ou musique. À la limite, le silence comme blanc total, absence de son aussi bien que de sens. Le blanc revient, tout à l'heure gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà et authentiquer le silence. SM 386. Car les mots pris au plus près du besoin se ramassent sur l'immédiat, dans temps d'urgence se taisent. D'où une trajectoire inscrite entre ces deux pôles du silence, celui des choses qu'il faudrait dire et celui de la parole qui se refuse. Nos paroles sont lentes à nous parvenir, comme si elles contenaient, séparées, une sève suffisante pour rester closes tout un hiver. Ou mieux, comme si, à chaque extrémité de la silencieuse distance se mettant en joue, il leur était interdit de s'élancer et de se joindre. Notre voie court de l'un à l'autre, mais chaque avenue, chaque treille, chaque fourré l'attire à lui, la retient, l'interroge. Tout est prétexte à la ralentir. RC 344. C'est peut-être à travers le motif du grillon que Char nous donne le mieux à comprendre poésie dans sa relation à la nature, parole intermittente, entre deux silences pensés. Dans le parc des Névons, mortel serait l'été sans la voix d'un grillon qui par instant se tait. RC 302. Le cygne, défectueux dans son projet même de dire quelque chose qui est en dehors de lui, est donc bien porteur de la contradiction que nous avions déjà constatée. Il est orienté vers un extra-linguistique, mais celui-ci lui échappe sans cesse et finalement, le cygne se perd dans le jeu du système oppositionnel qui le constitue en structure autarcique, système qui joue comme le note mal armé dans l'organisation de rapports. Les choses existent, nous n'avons pas à les créer. Nous n'avons qu'à en saisir les rapports. SM 871. D'où la nécessité d'une feinte, illusion volontaire, qui permet encore une survie de la parole. Je feindrai l'impéritie des signes. Survivant, je saurai m'alléger de l'allégresse déprimante, pistil de l'enfance. Je murerai mon blason sanglant. RC 55. En dépit de cette fiction et parce qu'elle s'élabore en conscience, un espace autonome s'installe, contenu dans la physis, mais privé de contact avec elle, autarcique, systématique et totalitaire. C'est pourquoi, même dans les expériences langagières limites, celles de la folie, de l'hallucination, il s'agit toujours d'un système clos sur lui-même, potentiellement absurde. Ainsi les expériences poétiques passées de Rimbaud, telles qu'il les présente dans une saison en enfer. Aucun des sophismes de la folie qu'on enferme n'a été oublié par moi, je pourrais les redire tous, je tiens le système. Art 231. Tant que la folie reste verbale, elle n'entérine aucune liberté mais s'organise comme expérience de l'ordre logo, déjà en chemin vers le totalitarisme, parce qu'elle est radicalement système, mais aussi déjà porteuse du non-sens, ce qui ressort clairement d'une remarque de Char dans Recherche de la base et du sommet. Toute association de mots encourage son démenti, court le soupçon d'imposture. La tâche de la poésie, à travers son œil et sur la langue de son palais, est de faire disparaître cette aliénation en la prouvant dérisoire. RC 753.
D'un côté l'aliénation que constitue une sémiotique entièrement réflexive, de l'autre le risque du non-sens dû à cette capacité de la langue de toujours pouvoir dire son contraire et d'être le produit de ses contradictions. La relation qui unit la physis et le langage garde donc pour le poète toute sa complexité, si bien qu'on peut dire avec Y. Une fois que la poésie n'est pas le dire d'un monde, on dirait plutôt qu'elle sait que toute représentation n'est qu'un voile, qui cache le vrai réel, si bien que pour joindre ce vrai réel par le langage, il faut forcément passer par le contradictoire qui n'est pas non-sens mais paradoxe, discours à l'encontre de la doxa. C'est ce paradoxe d'un langage perçu comme voile dévoilant le monde, qu'il nous faut envisager à présent. Le poète cherche à faire du langage l'équivalent de la ballerine qui, par un commerce dont paraît son sourire verser le secret sans tarder, te livre à travers le voile dernier qui toujours reste, la nudité de tes concepts et silencieusement écrira ta vision à la façon d'un signe qu'elle est. SM 307. Car si la vérité est cachée et doit être révélée par une opération heuristique, l'art apporte à cette notion un caractère plus concret qui prend sans doute naissance dans le développement pictural du clair-obscur. Non seulement la vérité est voilée, mais le voile constitue l'outil de la découverte, si l'on en croit Igitur. J'ai épaissi les rideaux, SM 439. J'ai recueilli précieusement les moindres atomes du temps dans des étoffes sans cesse épaissies, SM 440. Il ne s'agit plus de faire la lumière, mais d'être capable de voiler ce qui doit l'être pour faire ressortir la vérité dans toute sa force, d'où cette remarque de Kandinsky. En art, ce qu'on voile a une énorme puissance. La combinaison de ce qui est voilé et de ce qui est mis en évidence sera une possibilité nouvelle de leitmotiv des compositions de forme. On passe ainsi d'un simple symbole de découverte heuristique à la mise en place d'une forme matérielle capable de montrer de manière concrète cette vérité qui se refuse. Chez le poète, le matériau étant la langue, on va rencontrer la comparaison entre le langage et le voile, dans son double fonctionnement de masque et de révélateur. Pour Mallarmé, les arts fonctionnent tous comme voile au pouvoir dévoilant, pour l'initié. Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère. Les religions se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilés aux seuls prédestinés. L'art a les siens. SM 257. On retrouve cette conception chez René Char. Cray, qui parla sur les tableaux noirs une langue plastique dérivée du naphte, auditoire civil de santé moyenne. J'évoque les charmes de tes épaisseurs voilées, siège de la Kabbale. RC 56. Remarquons que cette idée est associée à des pratiques de type religieux. On verra plus loin ce que le discours poétique emprunte au mondain religieux. Ce qui nous importe à présent, c'est l'idée que la langue, en son emploi esthétique, joue comme un voile dévoilant, non pas à la façon du rideau qui laisse advenir d'emblée la scène jusqu'ici dérobée au regard, mais comme un objet qu'il faut apprendre à manipuler, qui nécessite un travail initiatique. D'où encore la représentation symbolique de la voile du bateau, la voile représentant le langage, le navire, le parcours humain exposé à tous les dangers d'égarement qui se cristallisent dans le motif du naufrage. On note en effet la permanence du thème chez Mallarmé, salut, à la nuit accablante tue, un coup de dé, etc. Chez Rimbaud dans le bateau ivre, mais aussi chez Char dans ses fragments. Quand le navire s'engloutit, sa voilure se sauve à l'intérieur de nous. Elle mate sur notre sang. Sa neuve impatience se concentre pour d'autres obstinés voyages. N'est-ce pas vous qui êtes aveugle sur la mer? Vous qui vacillez dans tout ce bleu, aux tristesses dressées aux vagues les plus loin? RC 334. Notre arche à tous, la très parfaite, naufrage à l'instant de son pavois. Dans ses débris et sa poussière, l'homme à tête de nouveau-né réapparaît. Déjà mi-liquide, mi-fleur. RC 344. Dans tous les cas, il s'agit de représenter le langage comme un voile qui joue un rôle actif dans l'évolution humaine vis-à-vis de la physis. La fonction heuristique du voile dévoilant et voilant le monde est d'ailleurs déjà développée par Platon lorsqu'il décrit l'action de la beauté qui provient de ces objets du mystère divin, auxquels nous étions initiés ayant de leur côté intégrité, simplicité, immutabilité, félicité, apparition dévoilée dans une pure lumière. Le propre de l'expérience de la vie divine consiste ainsi en un dévoilement lumineux des objets investis par le mystère de la beauté. Une fois sur terre, l'âme est encore capable de saisir la beauté, sa lumière, grâce à la vue. Cependant, une partie du mystère divin se dérobe à l'homme terrestre. Nous ne voyons pas la pensée,
car ce seraient d'inimaginables amours que nous donnerait celle-ci, dans le cas où il serait donné à la vue que parvint jusqu'à elle un clair simulacre de la pensée, pareil à ceux que nous avons de la beauté, et de même pour tout ce que la réalité vraie a encore d'aimable. Ainsi, l'élément esthétique apparaît comme soulèvement d'un voile, mais soulèvement partiel, qui maintient voilée la pensée, c'est-à-dire pour Platon, le plus haut degré de la réalité. Si la beauté est dévoilement, la poésie tentera alors ce dévoilement par le voile que constitue la langue d'une physis comme réalité. C'est ce que Aube, Art 3, 85, emblématise si l'on considère le poème comme symbole de la relation poético-linguistique entre l'homme et la réalité que représente l'aube. Rappelons les principaux moments de cette relation. Un sommaire, j'ai embrassé l'aube d'été. Un sujet va relater une expérience de saisie, embrasser c'est bien prendre dans ses bras, d'un événement physique, l'aube. 2. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent. Le poète se pose en magicien, voire en démiurge, capable de modifier par son action les phénomènes naturels. Cette modification est proprement une animation qui met l'homme en contact avec l'extérieur de manière interpersonnelle. Une âme est face à face avec une autre âme, représentée par la synecdoque, les haleines. Le souffle vital et le regard. 3. La première entreprise fut une fleur qui me dit son nom. Entreprendre signifie au XIIe siècle, saisir, attaquer, surprendre, alors qu'entreprise, en son sens archaïque 1393, désigne une différence entre deux personnes. Tout cela ne devait pas être absolument étranger à Rimbaud, amateur de littérature démodée, Art 2, 125. Or, entreprise est posée ici dans un rapport attributif avec l'action de nommer. La saisie, l'embrassement est alors une saisie linguistique, avant d'être une entreprise intellectuelle. Elle établit la réalité comme autre jeu, l'axiome rimbaldien pouvant bien être renversé dans la mesure où, si la personne est, en tant que troisième personne, je égale l'enfant, une non-personne, un impersonnel, réciproquement l'impersonnel que constitue la physis peut à son tour devenir personnel. D'où l'équivalence entre nommer la fleur et la fleur qui se nomme, équivalence que nous aurons à approfondir. 4. Je ris. On a vu précédemment que pour Rimbaud le rire est la première manifestation de la parole présignifiante. Une fois l'activité de saisie langagière amorcée par l'acte de nommer, la parole se déploie dans son continuum sonore, représenté symboliquement par le rire. 5. Je reconnus la déesse. C'est à la suite de ce déploiement que la reconnaissance de l'objet peut avoir lieu. Elle est liée ici à la prise de possession visuelle, mais celle-ci ne peut avoir lieu que dans la subséquence de la parole, puisque c'est la langue seule qui est capable d'organiser la sensation en perception et donc en connaissance. 6. Je levai un à un les voiles. La réalité est conçue comme une vérité cachée ou du moins opaque qui doit être révélée au cours de la saisie linguistique. 7. Courant, je la chassais. Elle ne s'offre pas mais il faut la conquérir de haute lutte, la chasser, ce qui nous renvoie déjà au aromate chasseur RC 507, en déployant une activité intense, courir. Embrasser la réalité par le langage est une opération délicate qui nécessitera les qualités du chasseur. Ruse, adresse, rapidité, force. 8. Je l'ai entouré avec ses voiles amassés et j'ai senti un peu son immense corps. La saisie a bien lieu, mais la réalité ne se rend qu'à travers des voiles. Ces voiles constituent dans leur épaisseur de surface la réalité linguistique elle-même, qui est contour opaque d'un corps qu'on ne peut jamais découvrir. 9. L'aube et l'enfant tombèrent. De ce fait, toute tentative se vit sur le mode de l'échec, l'instant de la victoire annonce au même moment la retombée dans l'impossible. Le signe est bien signe du monde, capable de dévoiler mais en même temps c'est lui qui s'interpose comme opacité voilante entre la réalité et le sujet. 10. La clausule. Au réveil il était midi. Préfigure le renoncement à l'aventure poético-linguistique qui s'inscrit à intervalles entre parole et réel, comme l'aube est à l'intervalle entre la nuit et le grand jour. Elle fait écho au passé composé du sommaire qui marque l'irréversibilité de l'expérience, un totalement déjà accompli. C'est qu'à peine saisi, l'intervalle disparaît et s'installe le midi, cette conscience claire qui est enfermement dans la non-physis de la langue. C'est pourquoi pour commencer un poème, c'est-à-dire recommencer cette tentative de saisie de la physis dans le système linguistique, il sera chaque fois nécessaire de s'adonner, au moins dans le sommaire, à l'erreur, à l'illusion comme technique d'auto-persuasion.
On ne peut pas commencer un poème sans une parcelle d'erreur sur soi et sur le monde, sans une paille d'innocence au premier mot. RC 378. Faute de quoi il faut accepter de renoncer à être poète, comme le fera Rimbaud, certainement à cause de cette conscience aiguë du fonctionnement de la langue qui provoque déjà dans l'âme, alors qu'il se penche sur la jeune oise, une impuissance à y boire, à cause des visions qui emplissent le ciel et le détournent de la force du sein. Pour éviter l'impuissance totale et l'échec du poétique, il faut donc envisager le langage dans un mouvement dialectique, poser que le régime poétique est celui qui fonctionne à la fois comme signe, niveau de la tercéité selon Peirce, et comme signal, niveau de la priméité. En effet, en tant que tentative de fixation d'un lien, la parole poétique vise à faire communiquer les disparates du monde et de la langue. Mais en tant qu'elle est munie de cette seule langue, elle reste sur le seuil, en maintenant les oppositions et les divergences. On peut donc poser qu'au niveau du projet d'écriture, les poètes se proposent d'agir d'une manière spécifique sur le langage en vue de faire jouer les ensembles du monde et du mondain. Du fait du paradoxe de ce projet poétique, la réalisation ne pourra se concevoir que dans le mouvement dialectique qui crée un va-et-vient entre monde et mondain. Une telle dialectique sera entreprise par le jeu du rythme, tel qu'il se constitue d'abord grâce à la versification, même s'il s'en affranchit par la suite, comme l'envisage Bonnefoy. Loin d'être le prisme déformant qui n'incite qu'à l'illusoire, le vers est l'index qui pointe vers cet au-delà du vocable qui est notre seul contact qu'on puisse dire tangible avec une réalité autrement insaisissable. On a bien le droit de dire, en dépit de la critique des sémiologues, que la poésie peut prétendre à la vérité. Et c'est la vérité d'un contact, d'un dévoilement, mais c'est aussi un savoir, lui-même nouveau, qui peut s'affirmer et se maintenir à côté, sinon au-dessus, de la pensée conceptuelle aux virtualités réifiantes. Puisque cette dialectique, ce jeu entre monde et mondain, est le seul fait du poème, il n'est pas étonnant qu'elle reste le plus souvent en dehors des théories. Car cette dialectique n'a rien d'une évidence ou d'une naïveté. Elle déborde les notions de naturalisme poétique, sensualisme, etc. Que celle-ci rationalise la poésie pour la rendre adéquate au mondain, ou qu'elle s'égare dans le sentimentalisme, elles occultent la remarquable relation que le poème entretient avec le système des sciences naturelles. Car dans cette tentative pour joindre le réel, la poésie n'admet pas, comme le naturalisme zolien, le réalisme balzacien, les schèmes scientifiques comme un modèle satisfaisant. Pourtant, elle tient compte de la vision du cosmos et de la physis que ces schèmes proposent. C'est donc en les remettant en question qu'elle les considère, remplissant ainsi la fonction que W. Iser accorde à la littérature, celle de compenser les déficiences des systèmes qui se prétendaient capables de tout expliquer. Chapitre 2. Science, poésie et langage du XIXe au XXe siècle. Puisque notre propos vise à caractériser dans un premier temps ce qui distingue le régime poétique de saisie de l'extralinguistique des autres régimes linguistiques, il nous faut aussi rendre compte des évolutions dans l'ordre des sciences, en particulier la physique, en tant qu'elle est la plus globale des sciences de la nature et conditionne toute vision du monde en posant nos représentations du cosmos. Il est bon de revisiter les positions qu'adoptent les physiciens en ce qui concerne le langage et la notion de vérité ainsi que les conséquences de ces partis pris sur la place de l'objet poétique dans les domaines de la connaissance. Pour les hommes de science, le langage, en tant que donnée incontournable de transmission des découvertes et outil d'avènement des savoirs, se révèle comme un objet de manipulation délicate. C'est pourquoi les écrits des physiciens reflètent bien les interrelations entre langage, recherche scientifique et réalité. Mais ce qui va importer dans cet examen, c'est surtout l'évolution qui a lieu entre le XIXe et le XXe siècle, celle qui remet en cause la plupart de nos idées reçues concernant le rapport scientifique de l'homme au monde et sa validité. Alors que Mallarmé et Rimbaud sont confrontés à la vision positiviste du monde et du langage, qui pose la science comme l'idéal de saisie du cosmos au sein d'un discours humain, Char écrit au moment où la physique découvre la relativité de toute connaissance scientifique et s'oriente de plus en plus vers un discours qui ne se conçoit plus comme univocité. Il s'ensuit que nous devons prendre en considération avec le plus grand sérieux le facteur histoire, puisque comme le fait remarquer le physicien, avec l'évolution historique, la structure de la pensée humaine change également. Le progrès de la science ne s'accomplit pas seulement en ce sens que nous apprenons à connaître et à comprendre des faits nouveaux,
mais également en ce sens que nous réapprenons sans cesse ce que signifie le mot « comprendre ». Nous envisagerons donc dans un premier temps la crise des sciences liée aux découvertes scientifiques du XIXe siècle et ses conséquences sur la sémiotique poétique tant au niveau de sa relation au langage que sur le plan de ses rapports à l'espace social, avant d'examiner la révolution de la physique au XXe siècle, les bouleversements qu'elle entraîne dans la représentation scientifique du monde et l'ouverture qu'elle offre sur une vérité de type non scientifique dans le domaine de notre connaissance du monde, ouverture qui se traduira par des conséquences indirectes sur la perception du monde qu'offre le poème. Nous essaierons en même temps de mettre en évidence comment ces écarts se manifestent sous forme de tension, dans l'espace culturel, entre la doxa, déterminée par la science à partir du XIXe siècle, et le poète, même si les conséquences de la révolution des sciences physiques au XXe siècle, sans doute, ne sont pas toutes advenues au niveau de la doxa, bien qu'elles se manifestent déjà dans un large champ culturel. À un XIXe siècle. Du monde cryptogramme à la langue de rien. La révolution scientifique du XIXe siècle mérite d'être replacée dans l'évolution antérieure du mondain lui-même. En effet, c'est sans doute parce que le XVIIe siècle se marque comme passage de la prose du monde à la représentation, que la science peut par la suite rayonner sur l'ensemble de l'univers culturel. Nous ferons ici largement référence au premier chapitre de l'ouvrage fondamental de M. Foucault, Les mots et les choses. Nos conclusions prolongeront le propos de M. Foucault, qui suggérait que la seule trace de connivence entre le monde et le langage était peut-être la littérature, où se manifeste la réapparition là où on ne l'attendait pas, de l'être vif du langage. L'évolution de la conception du rapport linguistique au monde peut se résumer par le passage d'un étroit réseau de relations, fondé sur les similitudes entre toutes choses, à une rupture radicale entre langue et extra-linguistique, résultant de l'avènement des sciences positives. Cette faille s'avère si profonde qu'elle fera basculer toute l'expérience judéo-chrétienne du monde vers une transcendance vide et terrifiante où l'être du langage devient non-sens, et face à laquelle le poète se trouve contraint de réorganiser l'ensemble de son projet tant esthétique qu'éthique. On pourrait s'imaginer que monde et langue, mots et choses ont toujours été irréconciliables. Cependant, il est une conception archaïque qui ménage le chiasme et que M. Foucault décrit comme prose du monde. Nous voudrions la remémorer au lecteur avant de voir en quoi elle est incompatible avec l'état du savoir au XIXe siècle, alors même qu'elle continue d'offrir certaines parentés avec la vision poétique du monde. Le XVIe siècle fonde sa conscience du monde sur le jeu des similitudes et des signatures qui prennent la nature, dans la mince épaisseur entre sémiologie et herméneutique. Dans ce jeu, le langage réel est plutôt chose opaque, mystérieuse, refermée sur elle-même, masse fragmentée et de point en point énigmatique qui se mêle ici ou là aux figures du monde et s'enchevêtre à elles. Il existe 4 similitudes: convenientia, emulatio, analogie et sympathie. Convenientia apparente les choses par voisinage des lieux, elle est ressemblance liée à l'espace dans la forme du proche en proche, attendu que le voisinage n'est pas une relation extérieure entre les choses, mais le signe d'une parenté au moins obscure. Ainsi le monde se trouve être la convenance universelle des choses. Emulatio, affranchi du lieu, joue immobile dans la distance selon une ressemblance sans contact, comme un miroir qui permet aux choses de se donner réponse à travers l'espace. Ainsi le visage est l'émule du ciel, sans que pour autant les deux faces réfléchies soient inertes. C'est pourquoi les étoiles l'emportent sur les herbes de la terre. Et par la sagesse qui est savoir, l'homme contient les étoiles à l'intérieur de soi-même 5 ans. Analogie réunit toutes les figures du monde en totalisant convenientia et emulatio. Baudelaire la nomme encore universelle, et Mallarmé est possédé lui aussi par le démon de l'analogie SM 272, par lequel la phrase s'articula seule, vivant de sa personnalité SM 273. Enfin sympathie joue à l'état libre dans les profondeurs du monde, suscite le mouvement des choses et provoque le rapprochement des plus distantes en tant que principe de mobilité. Comme instance du même, elle a le dangereux pouvoir d'assimiler et de faire disparaître l'individualité. D'où sa contrepartie nécessaire, antipathie. Mais il faut aussi que ces similitudes, enfouies, soient signalées à la surface des choses par une marque visible, signature, par laquelle l'espace des immédiates ressemblances devient comme un grand livre ouvert, il est hérissé de graphismes.
Par là, le monde est cryptogramme, espace à déchiffrer comme écriture. Le signe est ainsi une autre ressemblance, une similitude voisine et d'un autre type qui sert à reconnaître la première, mais qui est décelée à son tour par une troisième. Toute ressemblance reçoit une signature, mais cette signature n'est qu'une forme mitoyenne de la même ressemblance. La signature et ce qu'elle désigne sont exactement de même nature. Ainsi la nature, comme jeu des signes et des ressemblances, se referme sur elle-même selon la figure redoublée du cosmos. Et du fait que le monde est constitué de ressemblances et de signatures, le langage n'est pas un système arbitraire car entre les marques et les mots, il n'y a partout qu'un même jeu, celui du signe et du similaire, et c'est pourquoi la nature et le verbe peuvent s'entrecroiser à l'infini, formant pour qui sait lire comme un grand texte uni. Ainsi, pour le savant du XVIe siècle, le langage est à mi-chemin des figures visibles de la nature et des convenances secrètes du discours ésotérique. Il est la nature comme ayant perdu sa transparence première, et la révélation qui se restitue peu à peu. Enfin, il continue à faire partie de l'espace où la vérité se manifeste et s'énonce. Par cette matérialité et cette naturalité, le langage possède son être propre. Car si le système de signes est ternaire, 1. Domaine formel des marques, 2. Contenu signalé par elles, 3. Similitude qui lie les marques aux choses. Comme la ressemblance est aussi bien la forme des signes que leur contenu, les trois éléments distincts de cette distribution se résolvent en une figure unie. Cette prose du monde, qui paraît si étrangère à la conception du langage comme représentation et outil de compréhension, est persistante dans le texte poétique, dans son double mouvement, celui qui fait du monde un cryptogramme et celui qui restitue l'écriture comme un objet du monde. À tel point que la rencontre entre le discours et le monde peut peut-être prendre lieu et acte dans les profondeurs du poème comme le suggère Rimbaud. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent lune et comète, mer et fable. Art 3,57, Houchard, paroles, orage, glace et sang finiront par former un givre commun. RC 189. Pour Mallarmé comme pour Char, la nature est un théâtre signifiant, une guenille théâtrale, RC 105. Loin de tout, la nature en automne prépare son théâtre, sublime et pur, attendant pour éclairer dans sa solitude, de significatifs prestiges, que l'unique œil lucide qui en puisse pénétrer le sens, notoire, le destin de l'homme, un poète, soit rappelé à des plaisirs et à des soucis médiocres. SM 299. Pas seulement la scène où se déroule une action mais le théâtre écrit, qu'il faut savoir lire et pouvoir relire pour que le destin de l'homme prenne forme et sens. La pièce écrite au folio du ciel est mimée avec le geste de ses passions pour l'homme. SM 294. Et la lecture du théâtre naturel exige une initiation au mystère, un rite ésotérique, car il semble que ce soit le ciel qui ait toujours le dernier mot. Mais il le prononce à voix si basse que nul ne l'entend jamais. RC 413. Ainsi la nature se défend et réclame du poète une clairvoyance qui fasse se communiquer les espaces disjoints de l'homme et du monde, par sympathie encore, puisqu'il s'agit pour Mallarmé d'une quête de la compatibilité repoussant la vie quotidienne et le siècle. La nature, idée tangible pour imiter quelque réalité au sens frustre et par compensation directe, communiquait à ma jeunesse une ferveur que je dis passion comme son bûcher. Elle l'allume avec le virginal espoir d'en défendre l'interprétation au lecteur d'horizon. Toute clairvoyance que dans ce suicide, le secret ne reste pas incompatible avec l'homme, éloigne les vapeurs de la désuétude, l'existence, la rue. SM 402. Par cette nécessité du déchiffrement, la nature, état sacré et primitif du monde, s'apparente à la musique, état sacré mais volatile, qui demande aussi initiation et ne devient lisible que si l'auditeur accepte d'y puiser le sens, la notion, comme rétablissement d'une direction du destin humain dans le monde. C'est pourquoi Mallarmé repose dans Bucolique cette identité. La nature. La musique. Terme en leur acception courante de feuillage et de son. Repuiser simplement au destin. J'y esthétiquement la succession de deux états sacrés, ainsi m'invitèrent-ils. Primitif, l'un ou foncier, dense des matériaux encore, l'autre ardent, volatile dépouillement en traits qui se correspondent, maintenant proche de la pensée, en plus de l'abolition de texte, lui soustrayant l'image. Un concert aussi d'instruments n'exclut la notion, ce fantôme en cours de la transformation naturelle en musical identifié. SM 402. Cette identité entre le monde et la musique qui fait signe est présente encore chez Rimbaud, dans la fulgurance qui le caractérise.
la musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres. Art 3, 93. La notion, ailleurs notion pure, que nous aurons à reprendre en considération, est la part la plus ténue du langage en son corps musical. Elle s'apparente au plus près de ces signatures qui s'expriment en toutes choses à travers le silence naturel, l'écho frustre, mais direct, dit Mallarmé, de l'idée quintessentielle en musique. N'est-elle pas alors aussi ce que Rimbaud nomme prière ? Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Art 3, 53, pour caractériser l'harmonie du monde après le déluge. Dans cette harmonie primitive, la vie naturelle désigne encore un espace où le sens, la transcendance du monde, s'exprime et se comprend. L'arc-en-ciel est une annonce qui ne reste pas sans réponse et c'est seulement dans une telle relation entre les signes et les choses que le livre peut à son tour être partie prenante du monde, le réfléchir pour mieux le dire, laissant les mots se faire à nouveau les représentants des choses comme présence. Ainsi donc, l'écriture prend de nouveau part au monde et se naturalise. Jusque dans l'ironie qui condamne les assis, art 1, 130, Rimbaud par opération métaphorique, rétablit l'analogie de la lettre écrite à la fleur naturelle rappelant que si la thématique symboliste des fleurs lui fait horreur, elle reste, comme dans ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, art 1,169, le reflet dans le monde d'une écriture qui n'a pas perdu le contact avec lui. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent, le long des calices accroupis tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, art 131. Mallarmé va jusqu'à poser la similitude du monde et du livre. Quelle représentation, le monde y tient un livre. Dans notre main, s'il énonce quelque idée auguste, supplée à tous les théâtres, non par l'oubli qu'il nous cause mais les rappelant impérieusement, au contraire. Le ciel métaphorique qui se propage alentour de la foudre du verre, artifice par excellence au point de simuler peu à peu et d'incarner les héros, SM 334. Il reste encore significatif que ce soit à propos de l'œuvre de Rimbaud, considéré par Char comme le poète, que celui-ci parle de scintillation, comme somme de version d'une analogie universelle et intemporelle entre la roue, le soleil et le visage. Cette scintillation très personnelle, cette trépidation, cette hypnose, ces battements innombrables sont autant de versions celle-là plausibles, d'un événement unique. Le présent perpétuel en forme de roue comme le soleil et comme le visage humain, avant que la terre et le ciel en le tirant à eux ne l'allongeassent cruellement. RC 729. Ainsi, dans ces traces d'une conception ancienne du monde et du langage, mots et choses s'entrapellent et sont signes et ressemblances l'un de l'autre. Mais si ces traces d'une prose du monde sont bien attestées dans les œuvres, ceci n'implique pas que le poète se retire dans un passé en accord avec ses conceptions du monde et du langage. Il faut rappeler avec M. Foucault deux aspects fondamentaux de cette persistance. 1 degré, à partir du XIXe siècle, la littérature remet au jour le langage en son être, mais non pas tel qu'il apparaissait encore à la fin de la Renaissance. Car maintenant il n'y a plus cette parole première, par quoi se trouvait fondé et limité le mouvement infini du discours. Désormais le langage va croître sans départ, sans terme et sans promesse. C'est le parcours de cet espace vain et fondamental qui trace de jour en jour le texte de la littérature. Il y a donc une évolution, un décalage, qui fondera justement ce qu'on appelle la modernité. 2 degrés, d'autre part, ce décalage, cette différence radicale, existe en raison même de l'évolution historique du mondain, évolution qui donne naissance à l'idée même de littérature au sens étroit où nous l'entendons aujourd'hui. De Hölderlin à Mallarmé, à Antonin Artaud, la littérature n'a existé dans son autonomie, elle ne s'est détachée de tout autre langage par une coupure profonde qu'en formant une sorte de contre-discours, et en remontant ainsi de la fonction représentative ou signifiante du langage à cet être brut oublié depuis le XVIe siècle. Car dès le XVIIe siècle, l'harmonie entre les mots et les choses commence à se fissurer et c'est le XIXe qui va entériner une rupture totale entre le langage comme outil de savoir et le monde, tantôt perçu comme objet d'expérimentation, tantôt déclaré inconnaissable et opaque à toute pensée rationnelle. C'est donc ce contre-discours, comme réponse à la nouvelle répartition des domaines du savoir, qu'il nous faut envisager. Avant de mesurer le décalage au sein du texte poétique, entre conception archaïque et situation du mondain au XIXe, il nous faut rappeler les mutations radicales qui ont eu lieu dans les domaines du savoir au XIXe siècle. Il est significatif que le terme épistémologie entre en jeu à cette époque.
En effet, c'est depuis la fin du XIXe siècle. Et en France, sous l'influence d'Auguste Comte, que le terme désigne l'étude des sciences par opposition à l'ancienne théorie de la connaissance. Mais ce n'est pas, loin s'en faut, la seule implication linguistique qui découle de cette crise des sciences européennes. Après Kepler en effet, le savant n'est plus celui qui possède une science des correspondances fondée sur la totalisation des textes et des exégèses, mais celui qui cerne la matière sous l'angle du quantitatif et détourne de la pensée par symbole, de la part sensible des choses, et de ce que toute une classe de scientifiques appellera désormais la superstition, celle-ci s'étendant au mythe et pour tout dire à toute pensée non rationaliste. Nous voudrions ici montrer qu'une telle science, si elle devient prépondérante dans l'ensemble de l'espace culturel, peut être comprise comme la réduction du monde au mondain, réduction qui entérine une scission sans précédent entre la poésie et les autres langages humains, dans la mesure où celle-ci persiste uniquement durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, en tant que contre-discours. Car si les romanciers tentent au même moment d'intégrer à leurs œuvres cette nouvelle vision du monde, ainsi Zola transposant dans le roman expérimental les théories de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, le poète va se trouver reclus dans une conception non naturaliste, non réaliste et non rationnelle des choses, qui devient tout à fait marginale dans la nouvelle société industrielle. En y regardant d'un peu près, il se pourrait que ce soit la contradiction qui domine les différents points de vue du scientifique au XIXe siècle. Plusieurs tendances se côtoient et parfois s'affrontent après 1850 et jusqu'au début du XXe siècle, qu'on regroupe le plus souvent sous le nom de positivisme, de matérialisme, d'empirisme et d'idéalisme. Le matérialisme prétend par l'examen minutieux de la chose et sa dissection, en découvrir les ressorts cachés et en établir les lois de fonctionnement invariantes. La vérité est en progrès grâce au dialogue avec la nature fondé sur l'expérience et formulé par les mathématiques. Sujet et objet se distinguent de façon radicale. Mais par l'analyse, le scientifique détruit son objet et perd ainsi le mystère dont il recherche les modes de fonctionnement. Ainsi de l'anatomiste. Ainsi du philosophe aussi qui à cette époque, se sépare de la religion et de son mode d'expression privilégié. Le mythe en tant qu'allégorie de la réalité et du vrai, pour suivre les sciences de la matière, si bien que, comme l'écrit Schiller, il ne parvient à l'œuvre de la libre nature qu'en la soumettant à la torture de la technique. Pour saisir l'apparence fugitive, il est obligé de la jeter dans les chaînes de la règle, de déchirer son beau corps pour le réduire en concept et de retenir son vivant esprit en l'enfermant dans une indigente ossature de mots. Est-il étonnant que le sentiment naturel ne se reconnaisse pas dans une image de cette espèce, et que dans le compte-rendu de l'analyste la vérité prenne un aspect paradoxal ? Car avec Kant, le philosophe, dans son travail de synthèse des savoirs, ne valide plus que l'objectivité des sciences en même temps qu'il les coordonne, posant les principes d'une connaissance fondée sur le seul concept. C'est en quoi les sciences et leur métasémiotique philosophique tendent en premier lieu à la fossilisation du monde dans le mondain d'où la vie reste exclue. L'empirisme confirme lui aussi que tout jugement peut et doit être vérifié par l'expérience. Mais l'expérience est elle-même fondée sur la quantité puisqu'une fois atteinte la stabilité du phénomène dans la répétition, elle est admise ad infinitum. De plus, l'empirisme refusant toute idée d'intuition ou d'évidence perceptive, il en vient rapidement au scepticisme le plus radical à l'égard de la réalité du monde. Toute apparence est suspecte. L'idéalisme, accordant son crédit à la déduction, se prive de la même manière de l'intuition et du sentiment d'évidence, venant lui aussi à postuler qu'on ne peut rien connaître de la chose en soi. Toute connaissance objective ou prétendue telle se referme alors sur elle-même, et l'esprit devient un cercle sans issue. L'homme se prive du monde. Le mondain apparaît comme l'espace limite de la vie humaine au-delà duquel ne persiste que le silence des choses et l'effroi de l'inconnu. Mais c'est sans doute le positivisme qui couronne le nouveau système du savoir. Car l'idée selon laquelle la logique mathématique et scientifique doit servir de support à tout discours de connaissance prend elle aussi un essor considérable après 1850. La logique, reposant non sur un rapport au réel mais sur la cohérence interne du système sémiotique utilisé, n'implique aucune idée de référence au monde ou à l'objet. Ainsi,
Le positivisme logique, en tant que théorie d'une connaissance rationnelle fondée sur la cohérence intrinsèque du discours aussi bien mathématique que linguistique, prend en compte le fait ou le jugement uniquement dans la mesure où il possède une efficacité attestée. En cela, il sera l'allié le plus sûr du développement industriel et du progrès matériel. Du point de vue de la connaissance, il referme davantage encore l'esprit dans son autosuffisance fonctionnelle, puisque la cohérence du système prime même sur son adéquation référentielle. De surcroît, dans la mesure où le nouveau point de vue rejette les principes du savoir qui existaient jusqu'alors, le mondain lui-même se fracture et se ramifie. Ainsi, Auguste Comte, dans son cours de philosophie positive, en vient à postuler la loi des trois états en posant une hiérarchie progressiste entre les différents systèmes sémiotiques d'appréhension du monde. 1 degré, le plus archaïque et le moins recevable bien sûr est l'état théologique qui rapporte les phénomènes à l'action directe des causes surnaturelles. 2 degrés vient ensuite l'état métaphysique où des qualités abstraites, purement verbales, remplacent comme explication les dieux et les démons, ayant ceci de préférable que le corps une bonne fois est mis à l'index de l'esprit comme si l'esprit pouvait un peu exister sans le corps. 3 degrés enfin l'état suprême est désormais atteint, ou peu s'en faut, l'état positif. Celui où l'esprit humain renonce à chercher le pourquoi des choses et les causes originelles et finales, pour comprendre le comment, c'est-à-dire les rapports constants qui les unissent et les lois mathématiques qui traduisent ces relations entre les phénomènes. Ainsi l'âge positif peut espérer devenir maître de ses structures et de son devenir, savoir pour prévoir afin de pourvoir. Sans doute un beau programme mais qui se fonde quand même sur le renoncement au pourquoi, et ainsi à l'origine, à la racine nécessaire de tout savoir. N'est-ce pas le pourquoi qui revient sans cesse dans la bouche de l'enfant lorsqu'il entame sa reconnaissance du monde? En admettant que la pensée ne peut atteindre que des relations et des lois réelles construites par nous avec des matériaux extérieurs. Système de politique positive 2. Comte renonce ainsi à une réalité jusque-là supposée accessible, par le matérialisme notamment. La seule connaissance qui subsiste est donc la connaissance des faits et de l'expérience scientifique dans son caractère d'utile. Cette position sera largement reprise par le Cercle de Vienne qui poussera à son paroxysme le positivisme au moment même où les sciences physiques s'en éloigneront, et qui développera au plan philosophique et linguistique, l'idée selon laquelle n'a de sens et n'est intelligible que ce qui est vérifiable ou susceptible de vérification scientifique. La métaphysique est ainsi rejetée comme une erreur fondée sur la méconnaissance de la grammaire de notre langage, et surgit l'utopie aberrante d'une langue rationalisée pour l'expression d'une pensée vraiment rationnelle, comme si l'homme n'avait plus rien à dire hors du système clos du mondain, comme si l'évidence du monde n'existait pas en tant qu'origine pathétique de tout homme et de toute chose, comme si toute parole n'était qu'outil du comprendre et n'était plus aussi mouvement vers un extérieur de la raison, le corps de L', autre ou le paysage, l'un des faits muets du monde. Évidemment, cette conception entre en conflit avec l'art en général, bien que certains artistes se laissent convaincre, en particulier au début du XXe siècle, si bien que parfois, comme le déplorera Kandinsky, la question quoi disparaît dans l'art. Seule subsiste la question comment l'objet corporel pourra être rendu par l'artiste. Elle devient le credo. Cet art n'a pas d'âme. Sur le plan scientifique, ces hommes sont des positivistes et ne reconnaissent que ce qui peut être pesé ou mesuré. Pour eux, tout le reste n'est que sottise, parfois dangereuse, ce qu'ils pensaient hier des théories aujourd'hui démontrées d'eux. Telle est bien la situation aberrante et prédominante qui traverse toute l'époque moderne, en dépit même de la révolution scientifique des années 1920, sans qu'il soit possible désormais d'y échapper. Ainsi, au moment même où le scientifique prétend connaître et dominer la totalité de la nature grâce au savoir et à la maîtrise technico-industrielle, il en vient à émettre un soupçon sans précédent sur l'accès à la réalité et qui plus est, sur l'existence du monde lui-même, poussant ainsi à sa propre aporie l'hypothèse cartésienne. Par esprit spéculatif, en sacrifiant la matière à la forme mathématique, la science rend l'homme étranger dans le monde sensible. Par esprit pratique, elle le confine dans un cercle d'objets étroits. Monde et mondain se dissocient donc irrévocablement, à tel point que tout discours en vient à n'être que l'outil d'une société, cessant tout à fait de faire référence pour n'être plus que somme conceptuelle. Ceci aurait pu en rester au stade de la confidence entre initiés, mais les applications techniques de cette révolution scientifique placent la physique, l'anatomie,
et les autres sciences de la nature sur un piédestal qui interdit tout autre discours que celui du concept et met ainsi le poète en demeure de s'expliquer et de trouver à son activité d'autres raisons et d'autres mobiles. Car s'il arrive que ce soit la formulation exacte, la loi trouvée, qui favorise l'autonomie du langage, comme l'écrit Y. Bonnefoy, ce n'est pas par le travail de vérité de la science que s'épaissit le fait du langage mais par les à peu près et les faux-semblants. Ainsi les ouvrages de vulgarisation contribuent largement à la constitution d'un credo progressiste qui voit dans la science et la rationalité le remède de tous les maux, et de tous les maux. À cet égard, la préface d'Edmond Perrier à cette encyclopédie fin de siècle qu'est l'univers et l'humanité peut faire figure de modèle. Nous ne résistons pas au plaisir de livrer quelques phrases aberrantes de ce joyau. L'homme est aujourd'hui le maître de la terre, P.I. La légende de la création s'est évanouie. Presque tous les ressorts des organismes vibrent sous les mains des biologistes. Ceux qui échappent encore ne sont ni tout à fait cachés ni tout à fait indociles, et les temps seraient proches, nous dit-on, où nous serions presque aussi maîtres de durer que nous le sommes de disparaître. P.I. Les démonstrations expérimentales, les vérifications a posteriori des hypothèses ont au contraire créé la certitude scientifique devant laquelle tout s'incline désormais, et c'est parce que cette certitude a été acquise sur des points fondamentaux que la science a pris le magnifique essor qui sera l'éternel honneur du XIXe siècle. PX. Voilà comment la science règne sur l'ensemble de la société du XIXe siècle, avec une telle assurance que tout le reste de la culture est remis en cause. Il s'agit bien d'une hégémonie de la pensée rationnelle devenue idéologie, au sens où l'entend Bonnefoy. L'usurpation de la véritable recherche scientifique par le besoin de systèmes qu'on puisse ériger en absolu, et substituer à ce que le vécu a de relatif, de contradictoire, de mortel. Ce que Rimbaud résumait avec force ironie dans Une saison en enfer. Rien n'est vanité, à la science et en avant, crie l'ecclésiaste moderne, c'est-à-dire tout le monde. Art 2, 137. Car l'avènement des sciences en tant qu'idéologie dominante et dominatrice, amorcé depuis Galilée et poursuivi autour de la réflexion cartésienne de l'ego cogito comme remise en cause de toute réalité extérieure, aboutit bien à une radicalisation sans précédent au niveau doxal, par le biais du credo progressiste, dans la seconde moitié du XIXe siècle. On en vient à la situation que résume Husserl. La façon exclusive dont la vision globale du monde qui est celle de l'homme moderne s'est laissée dans la seconde moitié du XIXe siècle, déterminés et aveuglés par les sciences positives et par la prospérité qu'on leur devait, signifiait que l'on se détournait avec indifférence des questions qui pour une humanité authentique sont des questions décisives. De simples sciences de fait forment une simple humanité de fait. Car l'emprise des sciences est une fossilisation du monde. Le vêtement de symboles, de théories mathématico-symboliques, comprend tout ce qui pour les savants et les hommes cultivés se substitue, en tant que nature objectivement réelle et vraie, au monde de la vie et le travesti, écrit Husserl. On assiste ainsi à un rejet de la transcendance du monde, le monde est perdu de vue, qui aboutit à la disqualification de l'expérience de l'être au profit de la valorisation de l'avoir. En outre, cette nouvelle tyrannie positive est vécue par le poète sur le mode de la rupture linguistique. D'un côté le discours scientifique est sérieux, de l'autre les discours non scientifiques, sans garantie, fantaisistes ou fictifs, qui auront à repenser leur existence même, puisque la science, dans ses visées unificatrices, récuse leur valeur heuristique. Le poète, si l'on est citoyen de son temps comme on est citoyen d'un État, est donc livré à la double nécessité de gérer la vacuité du langage devenu incapable de marier le monde. Nous ne sommes que de vaines formes de la matière, SM, C 297, et de justifier un statut social problématique. Si donc, la poésie avait pris son essor au moment où les lecteurs avaient souci du monde, du rapport de la personne et du monde, époque à laquelle la poésie pouvait s'appuyer sur ses certitudes du groupe, la crise des sciences prive le poète de ce support qui validait tant le sens de son discours que son statut au sein du groupe, si bien que vers 1850, pour les plus pessimistes, comme le comte de Lille, le constat est sans appel, les poètes deviennent des apostrophes, heure en heure plus inutiles aux sociétés modernes. Car comme le remarquait Hugo, le XIXe siècle est aussi l'ère où force gens, volontiers agents de change et souvent notaires, disent et répètent « La poésie s'en va ». Ce sentiment, quoique le poète s'en défende, confirme un malaise attesté dans les œuvres.
Nous aborderons ce problème à travers l'illumination. Angoisse à art 3, 90, dont voici les principaux moments. Se peut-il qu'elle me fasse pardonner les ambitions continuellement écrasées? Qu'une fin aisée répare les âges d'indigence, un jour de succès nous endorme sur la honte de notre inhabileté fatale. Que des accidents de féerie scientifique et des mouvements de fraternité sociale soient chéris comme restitution progressive de la franchise première? Mais la vampire qui nous rend gentils commande que nous nous amusions avec ce qu'elle nous laisse, ou qu'autrement nous soyons plus drôles. Rouler aux blessures. Les commentaires de Steinmetz dans notre édition sont bien maigres. Outre qu'il est difficile d'identifier le tel, autant que la vampire, on apprend qu'à Henri voit en elle la vie. Une attitude de prudence voudrait qu'on observe les isotopies fondamentales du texte, pour ne pas trop s'égarer. Angoisse s'organise selon une opposition simple entre des éléments positifs et des éléments négatifs. Le paragraphe central apparaît comme intersection et mélange des deux oppositions, en particulier à travers l'expression « accident de féerie scientifique », accident et féerie s'opposant pour désigner un même phénomène, la science. Il nous donne ainsi un indice d'explicitation. On connaît le point de vue très critique de Baudelaire sur le progrès, issu du matérialisme scientifique. On connaît aussi l'enthousiasme de la société de l'époque. Les deux points de vue coexistent ici dans l'image, simultanément, comme ils coexistent dans la réalité socio-historique. La restitution progressive est donc à comprendre comme une restitution grâce au progrès en même temps que comme restitution peu à peu. Le peu à peu ayant d'ailleurs un caractère empirique. Il paraît alors naturel d'adjoindre à ce phénomène propre au XIXe, la mutation politique qui en découle pour Rimbaud, les mouvements de fraternité sociale, révolution et révolte qui sillonnent le siècle. Le progrès scientifique et ses conséquences sociales, amélioration des conditions matérielles de vie et avènement graduel de l'ère républicaine, sont ressentis de manière ambiguë. D'une part un certain espoir quant à la réalité du progrès, qui, en éliminant bon nombre de contraintes matérielles, remplaçant l'indigence par une fin aisée, permettrait à l'homme de regagner quelque chose de primitif, de premier, le mot étant pour Rimbaud lié à l'idée d'une force et d'une efficacité réelle, comparable à une dignité, de L'. Autre le sentiment qu'il s'agit d'une farce et que les ambitions humaines, en particulier celles qui concernent la connaissance et le progrès moral, sont toujours niées et écrasées, comme le sont aussi les révoltes et les élans populaires. Au final, le point de vue de Rimbaud vaudra celui de Mallarmé. Le doute inhérent au questionnement se résorbe en certitude. L'inhabileté fatale, c'est-à-dire celle qui est inscrite de tout temps dans l'être de l'homme et se propose comme destinée, est bien la vanité fondamentale de toute connaissance et l'impossibilité d'accéder à la dignité. La science se laisse donc comprendre comme illusion inévitable. La vampire n'est que l'angoisse elle-même. Beaucoup d'illuminations fonctionnent d'ailleurs comme déploiement du titre, ainsi par exemple, Métropolitain, la série des villes, H, Fleurs, etc. Angoisse toute mallarméenne de constater l'impossibilité où se trouve l'homme d'accéder au moindre savoir et en cela à la moindre liberté, qu'elle soit simplement politique ou plus généralement antique. L'alternative qui se propose dans la lucidité provoquée par l'angoisse, telle que la décrit Heidegger, est alors la suivante, être gentil ou être drôle. En appliquant le principe de l'image poétique à lire comme ordre de simultanéité, nous retiendrons la plus large part des différentes significations de ces deux mots. D'un côté, l'angoisse, parce qu'elle annule la volonté, tend à faire pencher du côté du progrès scientifique et à rendre gentil, le progrès procurant une certaine élévation sociale, noblesse et morale, agrément des manières et du comportement, non dénué de naïveté et de passivité, sens péjoratif, du fait d'un accroissement des richesses. De l'autre, elle laisse ouverte parce qu'elle est prise de conscience, la possibilité d'être drôle, c'est-à-dire plus excessif, une drôle de force, plus illisible, bizarre et plus ironique, soit de se révolter contre l'état de fait. Il faut aussi noter, à propos de ces deux mots, qu'ils s'appliquent potentiellement aux enfants. Ceci pourrait paraître accessoire si n'était cette définition du locuteur. Jeunesse de cet être-ci, moi. Le nous en tant que je et autres, se laisse sans doute alors lire à la manière d'une première personne. Car s'il existe une volonté de partager, inscrite dans tout projet d'écrire, cette expérience, il persiste néanmoins le sentiment d'une individualité de l'expérience de l'angoisse, qui détermine sans doute l'emploi des mots gentils et drôles appliqués au jeune Arthur Rimbaud. Le programme,
Le mode d'emploi et le mot d'ordre, qui découle de cette lucidité quant à la situation socio-historique du XIXe siècle, tient dans le dernier paragraphe, comme le laisse penser l'emploi du verbe à l'infinitif à la manière d'une notice. La seule alternative qui permet de sortir du dilemme scientifique tient dans une attitude de violence. Rappelons-nous l'implacable logique du raisonnement poétique de Rimbaud. Ce dernier rejoint des conceptions freudiennes assez hardies, que rappelait Derrida dans l'écriture et la différence. Il n'y a pas de frayage, c'est-à-dire de mise en place du dispositif psychique, sans un commencement de douleur, et la douleur laisse derrière elle des frayages particulièrement riches. La violence est donc bien une connaissance capable d'éviter l'emprise vampirissante du scientifique. Science et patience, le supplice est sûr, dit ailleurs Rimbaud 2, 130, dans la mesure où le poète est confronté à un combat spirituel, expression qu'on retrouvera chez Husserl dans la crise des sciences, aussi violent que la bataille d'hommes, Art 2, 142. Cette conception n'est pas l'apanage du seul Rimbaud, et la poésie ne se contente pas de produire un effet esthétique, mais déploie bien aussi chaque fois son propre métadiscours tant dans l'ordre du linguistique que dans celui de l'éthique. C'est sans doute pourquoi on retrouve dans les mêmes termes la problématique de la place du scientifique dans la culture occidentale dans un poème d'Aromates chasseur de René Char intitulé L'Ombre, RC 516-18. À ce propos, il faudrait sans doute remarquer que la révolution quantique qui remettra en cause le concept même de discours scientifique n'a pas un impact immédiat sur le plan culturel. L'enracinement depuis le XVIIe siècle de certaines idées concernant les sciences et le fanatisme de l'ère positiviste n'ont sans doute pas encore fini de nourrir notre représentation des sciences. Il n'est donc pas étonnant que Char s'en tienne à ces représentations datées et doxales de la science comme dictature du concept. C'est pourquoi nous envisageons dans cette partie un poème écrit entre 1972 et 1975. Étant donné la longueur de celui-ci et la complexité de la langue, nous reproduisons seulement des fragments, dans leur ordre d'apparition au fil du texte. 1 degré. Quelle barbarie experte voudra bien de nous demain ? Savoir que ce qui existait avant nous se trouve à présent devant. 2 degrés entre télescope et microscope, c'est là que nous sommes en mer des tempêtes, au centre de l'écart, arc-bouté, cruel, opposant, hôte indésirable. 3 degrés, échec de la philosophie et de l'art tragique, échec au seul profit de la science-action, la metteuse en œuvre devenue la gueuse à son fait-tout, sous ses visages meurtriers et ses travestis. 5 degrés rongés, c'est ritualiser la mort. 6 degrés la subordination ou la teneur, puis les deux à la fois, le totalitarisme vers quoi tout converge. Aveugle, ne pissez pas sur le ver luisant, seul entre tout il se hâte. 7 degrés l'homme à l'homme identique, dans une condition granulaire, c'est ce spectre que le matérialisme après l'idéalisme exhorte à la durée. Soit l'esclave identique à l'esclave dans une condition sans cesse moins blutée. 8 degrés, il nous harcèle, ces fils trop actuels. Couper les vivres de l'héritage n'est pas remède. Comme dans Angoisse, la science, barbarie experte premier, télescope, microscope deuxième, science-action troisième, est représentée conjointement à des phénomènes historiques, Marat, Saint-Just, Lénine, la Révolution. Mais Staline est perpétuellement imminent. On conserve avec des égards la mâchoire d'Hitler. La dictature quatrième, phénomènes qui apparaissent comme conséquence de l'emprise scientifique. Qu'est-ce qui détournera notre corps du laser, la science pélagreux malade ? En même temps, l'avènement du scientifique dans le système culturel est à la fois source de profit car la science fait avancer la connaissance et devient ainsi la metteuse en œuvre, mais éminemment dangereuse parce qu'elle est aussi devenue la gueuse à son fait-tout, celle qui s'adonne au progrès matériel sans souci des implications morales, qui se met au service de n'importe quelle cause, y compris celle du nazisme. Par rapport à elle, les autres modes d'accès au monde, jadis reconnus en leur valeur heuristique, philosophie et art tragique, philosophie des mythes s'entend, les vivres de l'héritage, sont mis en échec sur le plan socioculturel. La science, telle qu'elle se développe au XIXe siècle, en tant que technique et industrie, s'impose comme discours canon, garant de la vérité sur un mode totalitaire. Face à cette menace que représente l'avènement du concept pour la parole poétique, persiste, comme chez Rimbaud, un nous, au minimum l'émetteur et le récepteur du poème, qui s'inscrit en dehors de la médiation scientifique et du même coup se pose en marge de l'appareil socio-culturel dans son ensemble. Le pouvoir d'être drôle, de se révolter contre l'état de fait que nous avions souligné dans Angoisse,
se retrouve dans ce deuxième paragraphe, dans la juxtaposition de arc-bouté, cruel, opposant, hôte indésirable. Cette marginalité, vécue comme contrainte, sur le mode social, et comme libre choix, sur le mode esthétique, correspond à l'émergence d'une conception étroite de la littérature, telle que la prône Mallarmé lorsqu'il parle d'aristocratie de l'artiste par opposition à la démocratie de l'homme, littérature dont l'archétype serait désormais la poésie, en tant qu'emblème de ce dispositif de réaction vis-à-vis de l'hégémonie scientifique. Cette réduction de l'espace littéraire apparaît comme la conséquence naturelle de l'étendue des sciences qui ne laisse plus rien aux autres formes du mondain, comme le remarque Rimbaud dans Une saison en enfer. Oh! La science. On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, le viatique, on a la médecine et la philosophie, les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient. Géographie, cosmographie, mécanique, chimie. La science, la nouvelle noblesse. Le progrès. Le monde marche. Pourquoi ne tournerait-il pas? C'est la vision des nombres. Nous allons à l'esprit. C'est très certain, c'est oracle ce que je dis. Art 2, 108-9. L'ironie rimbaldienne ne laisse guère de doute sur le défaut de la science. Si le poète peut être l'oracle de celle-ci, c'est qu'elle-même est prise dans le on-dit à tel point qu'elle n'est plus source de vérité mais plutôt divertissement de la vulgate. C'est pourquoi, toutes les valeurs que cherche à préserver la poésie sont mises sur le marché et soldées par le poète, à vendre ce que le temps ni la science n'ont pas à reconnaître, dit Rimbaud 3, 94. Car celui-ci comprend que la valeur d'échange de l'économie industrielle issue de la divulgation des sciences a désormais écrasé toute valeur d'usage et par là, toute possibilité de perdurer dans l'ordre ancien. C'est pourquoi, comme l'écrit Schiller, si, l'utilité est la grande idole de l'époque. Sur cette balance grossière, le mérite spirituel de l'art est sans poids. Privé de tout encouragement, celui-ci se retire de la kermesse bruyante du siècle. Finalement, l'avènement de l'ère industrielle qui résulte bien de la crise des sciences, se détache de celle-ci pour se concentrer sur la production de masse et privilégier le clinquant, le commun, la camelote, SM 573, le manufacturé en un mot, si bien que, selon les mots de Mallarmé, l'art fut relégué dans la boutique de bric-à-brac, SM 573. Ce repli de la fonction politique et sociale du poète, le glas sonne pour elle en même temps que pour les dernières grandes obsèques nationales d'un poète, celle d'Hugo, est parfois vécue de façon catastrophique et conduit certains, comme le comte de Lille, à se retirer pour se tourner vers l'Antiquité dans la mesure où la poésie réalisée dans l'art n'enfantera plus d'actions héroïques. Elle n'inspirera plus de vertus sociales, parce que la langue sacrée, réduite comme à toutes les époques de décadence littéraire à ne plus exprimer que de mesquines impressions personnelles, esclave des caprices et des goûts individuels, n'est plus apte à enseigner l'homme. Autrement dit, au cours de cette seconde moitié du XIXe siècle, le poète est déchu de sa fonction de vate, comme le signifiait déjà Baudelaire dans Perte d'auréole, sans toutefois disparaître de l'horizon des savoirs, quoi qu'en dise le pessimiste. Car à partir de Mallarmé, une poésie réfléchissant son époque, en s'affirmant aussi et au préalable contre elle, revoit ses conceptions du langage et du signe, et retrouve ainsi sa place dans la polie, où elle se situe comme contre-discours, remise en question du savoir et de la notion de vérité, que d'aucuns dans l'euphorie des découvertes auraient cru acquises définitivement. Vis avec ton siècle, mais sans être sa créature. Dispense à tes contemporains non les choses qu'ils vantent mais celles dont ils ont besoin. Telle est la devise esthétique de Schiller, telle est aussi la conduite du poète pour faire face à la crise. Il préserve l'originalité de son parcours, convaincu de l'insuffisance des sciences. Ce qu'est l'esprit par rapport à sa double expression de la matière et de l'humanité, et comment notre monde peut se rattacher à l'absolu. Chose qu'elle, la science trouvera, mais que nous nous proposons de résoudre par des moyens complètement différents, pareil à ceux qui nous ont fait trouver l'idée du langage et leur idée dans le langage. SM 853. Et de fait, si le dire poétique et le discours conceptuel sont l'un et l'autre symboliques, il faut remarquer avec Y. Une fois que la conscience qui œuvre en poésie s'attache sélectivement à des réalités qu'elle peut appréhender hors langage, les ayant perçues comme un tout, et qu'elle rapproche alors sans avoir eu à les rapporter à ses vues partielles des sciences qui nous éloignent des choses en prenant barre sur elles.
Elle cherche à penser comme il arrive qu'on vive. Si bien que où la technique et la raison restituent le fait selon une ressemblance externe et une typologie distributive, l'artiste, comme le rappelle encore Mallarmé à propos du peintre impressionniste, préserve la chose dans l'unité et la joie du monde immédiat, baigné partout d'une même lumière qui en garantit l'unité. L'artiste regarde sa fleur, non pas dans les verres grossissants afin de recueillir des faits pour la botanique, mais avec la lumière de qui voit, en la vérité choisie de tons brillants et de délicates nuances, des suggestions pour des harmonies futures. SM 575. Comprendre ce qu'est l'esprit est d'ailleurs rapporté au futur, elle trouvera pour la science, et au présent, nous proposons, en ce qui concerne le poète. Mallarmé, par l'opposition des temps verbaux, laisse entendre que pour lui comme pour Rimbaud, la science est trop lente. Art 2,137. La science ne va pas assez vite pour nous. Art 2,135. Alors que les moyens complètement différents sont près de cette rapidité qu'appelle Rimbaud aussitôt reconnu l'inertie du conceptuel, que la prière galope et que la lumière gronde. Art 2,137. Moyen là encore associé à la lumière dont nous aurons à mesurer l'importance. Le paradoxe en ce siècle est donc pressenti par le poète, dans un souci d'auto-justification de sa fonction, comme cette chose frappante à énoncer que notait déjà Hugo. La science rêvait, la poésie agit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.